Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Bellassem. Salut Vincent. Enchanté. J'espère que tu vas bien. On va partager ensemble, bien évidemment, sur ce que tu fais, spécifique notamment sur l'immobilier neuf. On va en parler ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as cofondé Côté Neuf ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Côté Neuf, c'est né d'une idée un petit peu simple. Moi, je suis un entrepreneur qui n'est pas du tout un entrepreneur disruptif. C'est-à-dire que je n'ai jamais trop cru, en tout cas personnellement, à ma capacité à créer des concepts ultra novateurs, révolutionner le monde, etc. J'ai toujours voulu créer une boîte depuis que je suis tout petit, presque, 10, 12, 13 ans. J'ai commencé à acheter et vendre des trucs. Simplement, je me suis toujours dit, il faut faire simple et essayer de s'assurer la réussite, limiter les risques d'échec. Donc j'ai toujours regardé un peu autour de moi ce qui se passait. J'ai essayé de trouver des systèmes où, à mon avis, la satisfaction client n'était pas suffisante. Et il y a deux sujets qui me sont venus. En fait, j'ai commencé mon expérience après mon école de co par une expérience de 6-7 ans où j'ai fait 3 postes différents dans un réseau bancaire, vraiment de terrain, dans des agences bancaires. Et il y a deux services que je trouvais super cool et qui, je trouvais, n'étaient pas toujours très bien rendus. C'était le courtage en crédit immobilier et l'accompagnement sur la vente en immo neuf. Parce que tout était orienté autour de la commission. Il y avait un petit peu trop peu de services clients à mon sens. Donc on a créé ces deux choses-là en même temps en 2017, des agences de courtage en crédit et puis un cabinet de vente d'immo neuf pour de la résidence principale et un petit peu de défiscalisation et de locatif à l'époque. Comment ça s'est passé un petit peu les étapes sur la construction de cette société ? Alors nous, on y a été fleur au fusil avec Damien, qui est mon associé, qui travaillait avec moi à l'époque à la banque. On a démissionné du jour au lendemain quasiment. On est d'abord parti dans le courtage en crédit parce que c'était ce qui nous paraissait le plus simple à mettre en place et le plus naturel par rapport à notre profil. Donc on a monté 3 agences, on est monté presque une quinzaine de personnes. Et puis un jour, on a vu qu'il manquait quelque chose de très important dans la commercialisation en immo neuf. Tout le monde faisait de la défisc et personne n'était capable d'accompagner nos clients dans le crédit sur la résidence principale. Vraiment des gens qui avaient envie d'habiter dedans, de bénéficier du prêt à taux zéro, comprendre la TVA réduite, avoir toutes les aides d'État autour de l'acquisition et permettre à des jeunes avec peu d'apport ou peu de revenus de devenir propriétaires. Voyant que le service n'existait pas, on a tenté l'histoire. Et voyant que ça marchait très bien, on a carrément fermé nos cabinets de courtage pour pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de professionnels de nos services. Donc ces professionnels-là avaient besoin de nous pour leurs clients, mais ils devaient être sûrs qu'on ne faisait que ça. Qu'est-ce que c'est l'élément ou les éléments différenciants par rapport à ce qu'il y a comme acteur déjà sur le marché ? Dans le neuf ? Oui. Y a plusieurs choses. D'abord, il y a la profondeur de stock. Aujourd'hui, on doit être un des acteurs du marché, voire celui du marché qui a le plus gros stock existant à destination d'un client B2C qui vient nous voir. Et ensuite, y a des équipes salariées. On est quasiment un des seuls vendeurs de neuf commercialisateurs à avoir des équipes salariées. Donc une traçabilité des opérations qui est extrêmement pointue. Et puis la capacité de négociation, parce qu'aujourd'hui, on doit être deuxième intermédiaire de France auprès des promoteurs. Et donc, ces volumes-là nous permettent d'avoir des bonnes capacités de négo pour nos clients finaux avec ces promoteurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce secteur de l'immobilier ? L'immobilier, ce n'est pas une passion particulière. Ouais. C'est vraiment l'idée de se dire il y avait des voies d'amélioration dans le service client, d'abord dans le crédit, en fait dans l'intermédiation en général, dans le fait je dis toujours, si les promoteurs ou les banques étaient excellents, les courtiers ou les gens comme nous n'existeraient pas. Et donc, en fait, ce qui m'a donné la volonté d'y aller, c'est de me dire, OK, il y a une capacité à créer une boîte consistante dans ce secteur-là en rendant un vrai service qui n'existe pas à des gens. Voilà.
et sans les faire payer cher, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le système que Côté Neuf a mis en place, c'est un peu le système qu'ont mis en place les courtiers au tout démarrage, en 2005-2008. Comme les promoteurs ont besoin de force de vente externalisée, et ben en fait, on se retrouve avec un client qui aujourd'hui peut avoir une prestation gratuite parce que les promoteurs nous rémunèrent sur chaque opération. Et donc c'est quand même cool, quoi. Hein. Une OP gratuite, avoir un intermédiaire, faire le tour des promoteurs, avoir une négo sur le projet et que nous, on n'ait rien à faire payer à nos clients finaux, c'est quand même super cool, quoi. Et ça correspond à tout ce qui se fait comme type de vente en neuf, de la VFA, de la vente en bloc, ou c'est vraiment spécifique? C'est-à-dire, par exemple, sur l'aspect commercialisation, hein, Ouais. soit tu peux vendre sur des commercialisateurs qu'on côtoie, soit tu vas en bloc, soit tu vends justement à la découpe. Si le promoteur il va en bloc, il vend à un acteur institutionnel. Donc ça, il n'a pas besoin de nous. Voilà, il va vendre des tranches entières à D'accord. des acteurs sociaux ou à des acteurs privés. Nous, on va vraiment intervenir sur l'accession à 99% en résidence principale d'un client particulier qui veut acheter son bien immobilier pour y habiter. Donc ça peut être du BRS, donc du bail réel solidaire, ça peut être de l'accession simple, donc avec un prêt à taux zéro ou pas, et ça va d'un budget de 150 000 à plusieurs millions d'euros. Hein. Est-ce que le neuf, ça fait toujours rêver les gens aujourd'hui? Rêver, je sais pas, en tout cas, je comprendrais que ça les fasse rêver. Quand je vois ce qu'il y a sur le marché de l'ancien. Ouais. D'accord. Ouais, non, quand je vois le nombre de cas, même de proches à moi dans ces dernières années, qui ont acheté des biens en se disant là j'ai fait une bonne affaire et qui se retrouvent avec des heures, voire des semaines de travaux et des sacrées grosses galères avec les copropriétés, je me dis le neuf, c'est quand même une solution rêvée pour les jeunes propriétaires. Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'on combat cette idée reçue alors je me fais un peu l'avocat du diable sur le neuf concernant la qualité justement de la construction et le fait aussi qu'on essaie de chercher de plus en plus à avoir un prix de plus en plus bas, tiré sur les matériaux. Quel est ton ressenti toi là-dessus? C'est super intéressant parce qu'il y a toujours cette légende urbaine sur la qualité de construction du neuf. Oui. Le neuf d'aujourd'hui il sort en RE 2020. Donc c'est la dernière norme énergétique, une des normes les plus drastiques du monde. En termes de construction, il y a une garantie décennale sur tous les biens livrés. On est d'accord là-dessus. Hein. Oui. Il y a une garantie financière d'achèvement en cours de construction si un jour il y a une problématique avec le promoteur. Et en fait, on fait une comparaison neuf-ancien comme si tous les gens allaient acheter des châteaux médiévaux. Mmh. C'est-à-dire que je pense que 90% du marché de l'ancien aujourd'hui, c'est des immeubles 60-80 qui sont mal conçus, horribles, avec des consommations d'énergie 90% au-dessus de la moyenne. Mmh. Et on va faire la comparative du neuf avec de l'haussmannien qui date de 1880 ou 1870. Donc, pour moi, cette comparaison, déjà, elle n'a pas trop de sens. Et deux, les bâtiments neufs français sont parmi les bâtiments neufs les plus résistants du monde, de fait. Non, je partage aussi ce que tu veux dire, mais nous, on côtoie pas mal d'entreprises de rénovation, tout court d'état, et parfois certains aussi nous disent attention sur le neuf, quoi. Bon. Mais je pense que c'est comme tout, il y a des abus. Après, généraliser le neuf, c'est comme généraliser l'ancien. Par exemple, il y a aussi des histoires de gamme dans le neuf. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu finis avec un enduit fini ou de la pierre de taille, c'est pas pareil. Donc en fait, tu te retrouves avec les mêmes problématiques que dans l'ancien. Quand tu vas acheter un appart à 150 000 € pour la même surface au même endroit qu'un appart à 210, tu n'as pas le même appartement. Ah, tout à fait. Donc tu as des promoteurs avec différents niveaux de gamme pour différents niveaux de budget. Mais dans tous les cas, tu as par contre une obligation légale de respecter cette obligation de garantie décennale, de normes énergétiques, de normes acoustiques que tu n'auras jamais dans l'ancien. Et tu vas avoir aussi une sécurité, franchement, sur 10 ans à peu près au niveau de la copro. Et donc, en fait, c'est des trucs que tu n'auras jamais par ailleurs. Donc, si tu vas te mettre au taquet de ton budget en financement, que tu as un jeune accédant, tu prends quand même beaucoup moins de risques à aller dans le neuf qu'à aller dans l'ancien pour ton futur économique. Mmh. Oui, ça se tient. On laissera les auditeurs méditer. Mais les auditeurs sont évidemment d'accord avec moi. Là-dessus. Non, mais sur le neuf, oui. Il va quand même y avoir aussi un impact, notamment avec, par exemple, la ZAN. Mais oui, la ZAN, d'un côté, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Oui. On se dit, bon, à un moment, les terrains artificialisés, ça va 5 minutes, on ne va pas construire sur tous les terrains existants du monde. Donc, on va limiter ça et on va bloquer l'artificialisation des terrains pour s'occuper de ce qui existe déjà. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où la ZAN a été créée à un moment où finalement les prix étaient en perpétuelle évolution. Mmh. Et donc, la hausse des prix pour les promoteurs venait masquer les coûts de destruction,
les coûts de dépollution, la hausse des coûts de construction. Et là, on s'est retrouvé dans une sorte d'effet ciseau où, avec la guerre en Ukraine, le Covid, on a eu une inflation sur les matériaux, une inflation sur l'artisanat, donc la maîtrise d'ouvrage, et on a eu un tassement des prix, pas de hausse des prix. Et donc, ils se retrouvent finalement, dans le cadre de la ZAN, en plus à avoir des foncières raréfiées, de fait. Bon, la ZAN, c'est pas encore en place, mais ça va arriver vite. Et donc, tous les prix augmentent, sauf le prix de revente. Et on dit aux promoteurs, bah oui, mais il faut vous habituer à être comme ça. Sauf qu'un acteur privé qui fait zéro marge, bah, c'est pas qu'il vend plus, c'est qu'il construit plus. Voilà. Donc la ZAN, excellente idée, à manier avec précaution par rapport au contexte économique. Et puis, pourquoi pas demain subventionner la partie friche, la partie dépollution, la partie reprise de bureaux en habitation. Et pas faire reposer l'intégralité de l'effort sur des acteurs privés qui ne le feront pas, parce qu'un acteur privé, par définition, si ça doit faire une opération immobilière, c'est pour gagner de l'argent. On va parler un petit peu des réflexions sur un peu le marché, sur ce que tu perçois. Quelle est selon toi la plus grande tendance ou des grandes transformations à venir concernant le secteur de l'immobilier? De l'immobilier en général ? Alors, on peut faire de l'immobilier en général, après on peut faire aussi sur vraiment ta verticale, ce que tu fais toi. Dans les tendances, tout le monde parle de co-living, etc. Oui. Moi, c'est des trucs auxquels je crois très peu, sauf pour des périodes très transitoires. Parce que pour moi, l'humain n'est pas fait pour vivre en collectivité au quotidien. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand l'enfant il a 18 ans, il veut se barrer. Donc ça, pour moi, le co-living, c'est très bien, tant qu'on n'a pas installé sa vie. D'accord. Ou qu'on l'a terminé. Oui. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu de foyer intergénérationnel et Bien tout, sûr. et que ça peut marcher. Mais le co-living général, tu crois pas. C'est mort. Et en plus, on a des phénomènes de décohabitation avec de plus en plus de femmes seules, d'hommes seuls qui veulent des appartements individuels. Donc la question, c'est comment on fait. Comment on fait. Donc à mon avis, les grandes tendances, ça va être la transformation des bureaux en logements. Oui. Parce que les bureaux, a priori, ça va se réduire. Hein. La construction en dents creuses dans toutes les parties urbaines, parce qu'on ne peut pas se permettre de déployer des millions et des millions d'installations publiques complémentaires. Et donc, il va falloir qu'on essaie de centraliser tout ça. Hein. On parle d'installations publiques, mais aussi de réseaux de transport en commun. Et puis après, je pense que le marché de l'immobilier est un marché qui sera finalement assez peu mouvant. On ira vers du bâtiment passif, on ira vers une amélioration des matériaux de construction, peut-être dans la durabilité aussi, mais ce sera, contrairement à plein de marchés qu'on voit au quotidien, comme toujours un marché qui sera, pour moi, assez dur. Si on se projette un petit peu en 2050, tu penses que ton métier, il va ressembler à quoi ? J'en ai une idée assez claire dans ma tête. Donc nous, pour être très transparent, on est commerciaux. On a un métier d'intermédiation. Notre travail, c'est de récapituler des stocks existants, des avantages, des inconvénients, et de les faire entendre à un client par rapport à un budget qu'il a et qui a une recherche extrêmement précise. Dans ce que je viens de te dire, a priori, il y a beaucoup de choses que l'IA demain est capable de faire. Donc je pense que toute cette partie de pré-recherche, de sélection, de comparaison, de plus en plus, cette partie IA informatisée, automatisée en tout cas, va pouvoir être un appui très très fort pour le métier de l'IMO9. La vraie vérité, c'est qu'il y a énormément d'outils qui existent déjà sur le marché depuis 2020, où les clients peuvent sélectionner eux-mêmes, où les vendeurs peuvent être aidés à sélectionner. Et pour autant, sur ces outils-là, il n'y a pas de ventes qui se font. Donc, on se rend compte quand même que les clients, ils ont besoin d'avoir un appui humain pour les aider à la sélection et les décider à faire le bon choix. Les amener à la décision de se dire « Ok, c'est aujourd'hui, j'y vais. C'est le bon choix, il n'y en aura peut-être pas d'autres. C'est le bon moment, la mensualité du prêt me convient. Et donc, il faut que j'y aille. » Et ça, je pense que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, l'IA ne pourra pas remplacer ça. Donc je pense que l'humain, il interviendra en dernière phase, en sursélection, parce que l'IA ne peut tracer que des choses traçables. Donc ce qu'on vend aujourd'hui, la moitié des apparts qu'on vend, c'est des retours de lot des promoteurs. C'est des choses qui existent nulle part, ni sur Internet, ni même dans des bases de données. On les appelle, on leur dit « t'as pas un truc qui revient ?» « Si, t'inquiète, j'ai un T2, il va revenir, je pense que le prêt va être refusé, laisse-moi 3 jours, je te dis. » Ça, l'IA ne pourra jamais le faire. Et donc en fait, l'humain arrivera en sursélection et en prise de décision.
Et donc, ça va faciliter le travail des commerciaux, augmenter la capacité en volume de traitement de nos commerciaux. Mais je pense qu'il y aura toujours pas mal d'humains dans l'IMO parce que c'est un métier qui nécessite un accompagnement. Et le promoteur, est-ce qu'il a la possibilité, lui, s'il sait bien évidemment utiliser aussi les outils, de directement mettre à disposition des retours de l'eau? Ça, c'est possible aussi avec vous Il pourrait, mais il faut que la résiliation soit claire. D'accord. Souvent, on arrive sur des résiliations grises. C'est-à-dire, on l'appelle, tiens, j'ai un client qui veut un T2 à tel endroit, je sais que dans ton programme, il y en avait un, je vois qu'il n'est pas acté, qu'est-ce que t'en fais? Et il dit, ah bah attends, laisse-moi 3 jours, parce que mon client, il pense avoir l'accord, mais il nous fait traîner depuis 3 semaines, on me fait une mise en demeure, et si j'ai pas de retour, je te le donne. Oui. Ça, l'IA, il pourra jamais aller le chercher. Ouais, ça voudrait dire que, on en parlait un petit peu en off aussi, on est aussi sur des prestations, des expertises un peu comme du closing. Sur l'humain? Oui. Ah, complètement. Complètement. Quand je parle de closing, pour moi, c'est pas un mot négatif. Je parle souvent de mes parents à mes équipes quand on parle de closing. Je leur dis, moi, j'aurais adoré, mais vraiment, je serais très reconnaissant s'il y avait un vendeur il y a 30 ans qui avait pu closer mes parents. Vraiment. Ils arrivent à 60 ans, ils arrivent à la retraite, ils n'ont pas de bien immo. Moi, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais mon père vit encore chez sa mère. Ma mère a dû acheter une maison à la campagne à 40 000 € pour qu'elle rentre dans son budget de retraite. Elle est à 4 heures de Paris. En finalité, ça aurait été quand même super cool. Ils n'ont pas anticipé. Mais non, mais on leur a proposé 1000 fois. Ils ont eu des moments où ils auraient pu le faire dans leur vie. Mais c'était jamais le bon moment. Et au final, ils n'ont jamais peut-être eu la bonne personne en face pour leur dire à 60 ou 64 ans, je vous assure que vous allez le regretter. Et aujourd'hui, ils regrettent. Alors peut-être qu'à l'époque, il y aurait un copain intelligent le samedi soir qui leur aurait dit « Oh là là, il t'a vendu un truc, il t'a closé. » Ah, peut-être. Mais par contre, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à 60-64 ans, ils auraient préféré qu'on les close. Donc pour moi, ce n'est pas un gros mot, ça. C'est un gros mot si on vend quelque chose de pas qualitatif. C'est un gros mot si on vend quelque chose qui ne convient pas au client. Si par contre, on est persuadé que dans son budget, avec son budget, on achèterait la même chose actuellement, avec ses critères, alors il faut y aller. Et attendre, en fait, c'est jamais vraiment la bonne solution. Donc moi, j'ai pas de problème avec ces mots-là. Je pense que c'est des mots positifs et que le client et le go, la décision, c'est un élément positif. Nous, on lui dit félicitations. On lui dit pas waouh, qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois. Il y a une part peut-être aussi un peu d'inconnu ou de peur parfois aussi sur l'immobilier. C'est que ça. Il y a aussi une prise de risque qui est calculée. Moi, je pense que les gens qui investissent, à mon avis, dès le plus jeune âge dans l'immobilier, je pense que finalement, c'est plutôt quand même une valeur refuge qu'autre chose. Mais tout le monde n'a pas cette capacité à le faire, quoi. Après, il faut être serein dans sa tête au moment où on le fait. Parce que finalement, c'est vrai que quand tu investis à 23 ans, tu n'as peut-être pas encore la capacité à déceler la personne en face de toi qui va te vendre quelque chose de quali ou pas. Par contre, c'est vrai que quand tu as 32, 33, 34 ans, que tu n'as toujours pas investi dans quoi que ce soit, bon, il faut quand même te poser la question de te dire à quel âge tu vas le faire, quoi. Parce que la vie avance, même s'il n'y a pas de capacité à transmettre ton héritage que tu n'en as pas envie, à la retraite, partir, même si tu ne veux pas garder de biens à la retraite, partir avec un capital de 200 000 €, tu ne vis pas la même retraite qu'avec zéro. Et où tu veux en plus. Bien sûr. Mais pour moi, c'est la grande différence entre les gens qui ont une retraite cool et les gens qui ont une retraite moyenne. C'est les gens qui ont été propriétaires et qui ont fait ce choix avant 40 ans. Donc voilà, il y a le divorce qui vient casser tout ça de temps en temps. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est comment on passe de pauvre à classe moyenne. Moi, j'ai jamais vu l'immobilier comme un facteur. Tu sais, il y a plein de gens, ils te disent, pars à la retraite, deviens rentier. Tu vas devenir riche. Nous, quand les gens viennent chez Côté Neuf, je leur dis pas, tu vas acheter pour devenir riche. Tu vas acheter pour pas être pauvre. Parce que la paupérisation, elle passe par là. Tu vas mettre ton loyer par les fenêtres pendant 30 ans. Alors qu'en finalité, tu pourrais passer dans une classe moyenne. Et après, de là, construire ce que tu veux. Quand tu achètes ta RP, tu sais que tu mets 700, 800 ou 1000 € par mois de côté. C'est quand même cool sans avoir mis 1 € de côté, quoi. Alors, c'est cool, mais tu as aussi quand même cet aspect, notamment de phénomène d'usure. Dès que tu contractes un crédit aujourd'hui sur 20 ans, sur 25 ans, t'es pieds et poings liés. Parce qu'avec ton loyer, t'es pas pieds et poings liés. Aussi.
Bah alors, Mais le loyer, tu peux l'arrêter, tu fais un préavis. Au bout tu de... peux l'arrêter et tu vas dormir dans ta voiture après? Ça, c'est un autre sujet. Ah bah non, c'est pas un autre sujet, non. Il Mais, faut bien mais t'habiter quelque part. le crédit, quand même, il y a une forme aussi. Alors, je dis pas forcément que je suis d'accord avec, mais il peut y avoir aussi une forme d'aliénation aussi. Mais t'es aliéné, tu es tenu. t'es aliéné par ton système de base, t'es aliéné par ton loyer. Déjà, tu vas pas dormir dans le jardin de ta résidence. C'est vrai. Donc t'es aliéné par le loyer. La question, c'est est-ce que t'es aliéné en mettant la moitié de côté ou est-ce que t'es aliéné tout court? Et moi, je vais même te dire plus loin. Pour moi, la propriété, en termes de crédit immobilier, c'est plus protecteur qu'un loyer. Pendant le Covid, moi, j'étais entrepreneur déjà. J'étais au moment de développer Côté Neuf, au moment où j'arrêtais l'ancienne activité, donc mars 2020. Et je me retrouve à ouvrir une agence. Et je me dis, allez, cool, je lance les locaux, je fais les travaux. Et je devais ouvrir le 1er mars 2020. Bon, 1er mars 2020, je crois que c'est confinement à 15 jours près, je ne me rappelle plus exactement. Tout à fait. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon crédit immo perso, les deux. Je les ai mis en pause pendant 3 mois. Hein. Parce que j'avais pas d'épargne et que sinon j'étais bloqué. Appeler ton propriétaire pour lui dire chouchou, c'est le Covid, tu vas mettre mon loyer en pause, c'est moins facile. Hein. Là, j'ai juste eu à faire un mail à ma banque. Donc pour moi, le crédit immobilier à ce moment-là, il a été plus protecteur qu'un loyer dans le parc privé. Donc pour moi, c'est les locataires qui sont plus aliénés que les propriétaires. Parce qu'au bout de 5 ans, par exemple, tu es aliéné par ton crédit. 7 ans, qu'est-ce que tu fais? T'en as marre, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben si... Si vraiment t'en as marre, tu fais quoi? Ah, vas-y, fais-moi. Je veux plus être aliéné. Bah, je revends. Oui, bien sûr. J'ai déjà peut-être 15, 20, 30, 35 000 euros de côté. Oui, tout à fait. C'est une belle aliénation quand Il y même. a déjà un effort d'épargne qui a été fait. Ah ouais, c'est une super aliénation. Moi, si tu veux m'aliéner avec 30 000 euros de côté par rapport à zéro, je préfère. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de tes parents. Oui. Sur le fait que... Ils sont très beaux d'ailleurs, je les salue. Ils auraient pu notamment anticiper ça, ou être mieux sensibilisés. Concrètement, moi, je veux faire un investissement dans du neuf. C'est quoi les conseils que tu me donnerais ou les étapes à respecter pour ne pas se tromper en termes d'investissement? On parle d'achat en résidence principale, hein, ce qui est notre métier plutôt. Oui. Ouais. Donc tu veux acheter ta première résidence principale une ou ta RP. résidence principale? Exactement. Alors, ce qu'il faut impérativement d'abord, c'est savoir combien tu peux acheter. D'accord. Donc tu passes par ton courtier, ta banque, qui tu veux. Tu définis un budget très clair en faisant très attention à avoir quelqu'un qui est compétent sur le financement du neuf. D'accord. Aujourd'hui, toutes les banques ont des boosts par rapport à l'IMO neuf, soit des baisses de taux, soit des prêts complémentaires à taux zéro, soit des allongements de certaines durées. Et en gros, quand tu cumules tout, tu arrives à avoir des taux qui vont tourner pour les bons profils, et en plus quand tu as un prêt à taux zéro un peu lourd, tu vas tourner sur du 1,30, 1,50 de taux moyen sur ton prêt. Donc si tu pars à chercher du neuf avec ton budget dans l'ancien, tu ne te rends pas compte en fait que tu as 25% de plus ou 30% de plus de budget dans le neuf que dans l'ancien. Donc c'est intéressant déjà de faire ton budget. Une fois que tu as fait ça, évidemment vous nous appelez parce qu'on va tout faire, ou sinon vous faites le tour du marché. Vous regardez par rapport à des critères très précis dans votre ville ou dans les différentes villes que vous souhaitez par rapport à vos problématiques de transport, vos problématiques familiales, quelle typologie de logement pourrait vous aller. Vous vous renseignez sur les promoteurs. Bon, tout ça on le fait nous, hein, mais vous renseignez sur les promoteurs, vous vérifiez donc vous revérifiez avec votre courtier votre capacité financière et après vous vous engagez en égo sur les biens qui pourraient vous intéresser. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans le choix du bien une fois qu'on a sa capacité financière? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent alerter un potentiel acquéreur? J'essaie de chercher ce que tu pourrais vouloir dire. Ouais, peut-être, il y a un truc que les gens regardent pas souvent, que nous on regarde beaucoup, c'est que sur les plans promoteurs, t'as pas le vis-à-vis la plupart du temps. Ah oui. Non, donc c'est vrai que tu vas avoir rue machin, avec orientation nord-ouest. Sur le nord-ouest, ça donne sur la rue, tu te dis bon ça va, je suis côté rue. Et en fait, si ça se trouve, t'as un R+15 en face, donc t'as 0 soleil par exemple. Ou alors, tu as un mur. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, dans le 92, avec un promoteur national, où les gens avaient acheté un rez-de-chaussée avec jardin, et en fait, il y avait un immense mur derrière. Ça, c'est des choses, effectivement. Le vis-à-vis de ce qu'on achète, c'est toujours intéressant de le regarder. Après, sur la typo de logement elle-même, les gens ont tellement des goûts différents que c'est dur de te dire. J'ai des clients, ils ne veulent pas de salle de bain dans la chambre. Il y en a, ils en veulent absolument une. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout de rez-de-chaussée. D'autres qui veulent absolument un rez-de-chaussée. Il y en a qui ont peur du vide, donc ils ne veulent pas de dernier étage. Il y en a qui veulent absolument un dernier étage. Donc en fait, l'immobilier, c'est autant de recherche que de gens. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Je dirais
le service client, parce que franchement, ça m'amuse bien d'avoir des clients qui nous remercient tous les jours. Je trouve ça très cool. Et puis après, faire grandir mes équipes, nouer des partenariats assez importants avec des acteurs de l'IMO, rencontrer tout un écosystème et franchement, vivre ma vie d'entrepreneur, c'est assez cool. J'aime bien, ouais. Ouais, c'est une certaine liberté. Je me suis toujours senti libre, même salarié. Hein. Ouais. Pour le coup, je ne fais pas du tout de différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Juste, j'ai une capacité à décider. Tu vois. À la limite, un truc que je détestais quand j'étais banquier, c'était qu'il fallait que je demande à 4 personnes pour faire un geste à un client qui le méritait. Aujourd'hui, c'est décidé en 30 secondes. Donc ça, c'est plus facile. On va dire que j'ai plus de temps pour moi parce que j'ai moins de temps pour décider. Bien sûr. Les décisions logiques, je prends beaucoup plus facilement que dans un contexte où c'est pas toi qui les prends. Exactement. Mais sinon, non, je me sens pas plus libre, je me sens tout aussi tenu, voire peut-être plus. Parce que tu as une responsabilité. Et je les assume surtout. À l'époque, je pouvais dire, ah non, mais vous comprenez, monsieur le client, mon chef, il veut pas. Voilà, il n'y a pas de chef. Hein. Ouais, c'est toi le capitaine du bateau. Exactement. Si quelqu'un veut pas, c'est moi. Voilà, salut tout le monde. Non, mais c'est une réalité. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'entreprendre. Hein. Je pense pas, non. Et je pense même qu'il y a des gens qui ne veulent pas entreprendre. Moi, dans mon équipe, même j'ai des gens à qui je propose parfois des postes avec un peu de responsabilité. Ils me disent, attends Vincent, t'as vu ce que je fais aujourd'hui, je suis super cool dans ma vie, je suis trop content de m'occuper de mes clients, je gagne très bien ma vie. C'est quoi que tu me proposes là ? De troquer une partie de ça pour m'occuper des gens ? Non, merci. Donc, c'est même pas de l'égoïsme, parce que c'est pas des gens égoïstes, mais c'est juste qu'ils ont conscience que ça leur ira pas. Ouais, puis il y a je pense qu'aussi la mentalité. Il y a des gens qui n'ont pas cette... ils sont dans une zone de confort aussi, ça leur convient. Ouais, et puis ils n'ont pas cette capacité à comprendre les différences de spectre. Je pense que la plus grande capacité de l'entrepreneur, c'est vraiment de relativiser ces différences-là. Un salarié ne peut pas penser comme nous. Et même nous, quand on était salarié, on ne pensait pas comme on pense aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vécu la vie d'entrepreneur. À méditer. Est-ce qu'il y a un moment où tout a failli foirer et qui aujourd'hui, avec le recul, te fait un petit peu sourire ? Franchement, non. C'est pas pour dire, mais non. J'ai toujours été ultra prudent dans le rythme de croissance de mes différentes boîtes. Donc, parfois, ça a été moins florissant. Ça n'a pas été aussi vite que je voulais. Mais non, il n'y a pas eu de... jamais, je me suis jamais senti en risque du tout. Les points de charge des boîtes sont toujours très maîtrisés par rapport à là où on en est. Et donc, limite, on se dit toujours que si l'activité était divisée par 2, la boîte vivrait toujours. Si on se met un petit peu dans la tête d'un commercialisateur, bon, vous êtes un courtier. Oui, on peut dire ça. Chasseur. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas sur ton métier ? C'est en tant que client extérieur ? Ouais, qu'est-ce que les gens, des fois, les gens, ils s'imaginent pas que vous, au quotidien, vous faites aussi ça, telle tâche, tel service. Je pense qu'ils s'imaginent pas à quel point on va creuser avec les promoteurs pour trouver des stocks hors marché. Ça, je pense qu'ils nous voient un peu de loin. Comme le service est gratuit en plus, ils nous voient un peu comme un se loger. C'est se loger, mais je vais pas sur le se loger, le gars va tout m'envoyer et puis je vais pouvoir faire ma sélection, mon choix et puis il va être là pour moi et c'est cool. Mais en vrai, mes équipes passent énormément de temps à aller chercher des stocks hors marché ou qui pourraient revenir hors marché pour satisfaire des clients qui n'ont pas de stock qui leur convient à un moment T. Je pense que c'est le plus important et puis aussi la difficulté qu'on a en négo avec les promoteurs. Actuellement, notamment, les stocks se sont raréfiés, le marché repart un peu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui se disent finalement, la négo, c'est facile. Bon, on s'arrache pour les négos en ce moment parce que les promoteurs, ils n'ont pas du tout envie de baisser leur marge. Donc ça aussi, je pense que cette partie de négo, quand on l'a faite une fois avec un promoteur en bulle de vente, on se dit, ah ouais, en fait, c'est cool qu'il le fasse pour moi parce que franchement, la flemme de gérer un truc comme ça. Tant qu'on ne l'a jamais fait, on se dit finalement, ça ne doit pas être si dur que ça, quoi. Les promoteurs sont à la gorge, donc ils doivent lâcher facile. Et en fait, c'est pas le cas. Ouais, parce que les promoteurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs sur le marché. Bon, là, il y a un peu une sélection naturelle qui est en train de Il y en a assez peu, finalement. Il y en a assez peu qui coulent. Hein. Moi, mais tu ne trouves pas qu'il y en a quand même beaucoup par rapport aux opportunités qu'il peut y avoir sur le marché ? Parce qu'aujourd'hui, la promotion, tout le monde peut en faire. Ouais, tout le monde peut en faire. Après, attention, il faut quand même une assurance, une GFA, qui n'est pas si simple que ça à atteindre. Il faut des garanties financières. Donc,
En fait, pour les clients, le risque il est assez faible parce que même dans le cadre de la casse, on se retrouve avec des garanties financières qui sont gérées par des assureurs. Donc des assureurs qui peuvent reprendre le chantier. On perd du temps, mais on ne perd pas son chantier. Et en plus, je sais pas, dans 70% des cas, il y a un autre promoteur qui va racheter le permis de construire pour finir le chantier à la place de l'assureur. Donc en vrai, le risque client, il est assez faible. Des opérateurs, il y en a beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Il y en a plus que les banques, c'est sûr. Un courtier en prêt immobilier aujourd'hui, il agit avec, allez, il doit y avoir une vingtaine de banques en France, vraiment réseau quoi. Il en a toujours une dizaine, une quinzaine en portefeuille, donc il agit avec la moitié des banques. Nous, on travaille avec 230, 240 promoteurs différents. Il doit nous en manquer des gros, allez, 5-6. Donc en fait, c'est pas tant que ça finalement. 230 pros vraiment installés pour toute la France en construction, c'est pas beaucoup. Alors après, tu as des petits marchands de biens qui font une opération avec 5 lots, mais moi je vends pas ça parce que c'est trop risqué pour nos clients. Et les promoteurs, comment on arrive à les convaincre de travailler avec toi? Parce que finalement, tout à l'heure, tu disais, ils veulent pas trop baisser leur marge. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette marge de manœuvre? Déjà, nous, finalement, si jamais ils n'avaient pas une vente interne, on est moins cher que leur service actualisé. Là, c'est plus cher de passer par nous parce que finalement, ils ont déjà une vente interne, ils ont déjà un vendeur, ils ont déjà payé un bureau de vente. Mais s'ils ne faisaient pas tout ça, ce serait moins cher de nous payer directement pour faire le travail, quoi. Donc ça, on va y venir. Et ça, c'est ma vue du marché demain. C'est qu'à mon avis, les vendeurs internes chez les promoteurs, il y en aura de moins en moins. Et la partie qui est cool là-dedans, c'est que s'il n'y a pas de vente interne, il n'y a personne pour vendre un produit maison. Et donc, on est obligé de faire des produits de qualité pour se démarquer de la concurrence sur un marché où des courtiers sont en activité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand un client vient me voir, que je vous vends du ICAD, du Nexity, du Cogedim ou peu importe finalement, la question, c'est qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et qu'est-ce qui tient la route par rapport à vos critères et votre budget. Donc, ça oblige à une vente externalisée comme ça. Les promoteurs être toujours meilleurs en termes de réponse aux besoins des clients. Moi, je ne suis pas vendeur de Nexity pour vendre un programme Nexity. Que le client veuille l'un ou l'autre, peu importe pour moi. Donc ça, c'est une amélioration du service. Et c'était quoi ta question de départ ? La question, c'est comment on arrive à convaincre le promoteur ? Au début, on ne les convainc pas tous. On en convainc quelques-uns qui sont assez ouverts finalement parce qu'ils ont un peu de mal à vendre et donc il faut faire ses preuves. Et puis dans la relation, en voyant que ça commence à marcher, une fois que tu as 1, 2, 3 collaborateurs, tu commences à faire quelques ventes, tu peux montrer ton pédigré aux autres. Et après, en fait, plus tu grossis, plus tu fais de volume, plus tu as de promoteurs qui t'ouvrent les portes. Aujourd'hui, la question, avant, je faisais des mails de supplication, s'il vous plaît, laissez-moi travailler avec vous. Maintenant, c'est un peu plus simple, quoi. Je dis bonjour, c'est Côté Neuf, on aimerait avoir votre stock en ligne sur telle ville, merci de nous le donner. Et tout à l'heure, tu disais, vous travaillez pas mal sur les retours de lots. Oui. Est-ce que, dans ce que tu dis, on pourrait comprendre aussi qu'à terme, c'est peut-être déjà le cas, tu vas nous dire, un promoteur peut aussi confier à Côté Neuf la totalité de la commercialisation d'un programme? Alors, moi, je veux pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un plan média, il y a vraiment des actions qui se font. Ça existe déjà, on appelle ça de la commercialisation exclusive. C'est ce que font tes amis de chez Wemo ou des acteurs, je peux les citer, comme Imocom, Innovefa, Primavefa. C'est des gens qui font que ça. Ils vont aller voir un tout petit promoteur et gérer sa commercialisation en exclusivité, avoir des vendeurs sous la marque du promoteur. Et puis, si jamais ils ne vendent pas assez vite, m'appeler pour me demander si je veux prendre un peu de stock pour les aider, en tout cas en grille ouverte. Bon. Ça existe déjà. Moi, le problème avec ça, j'ai toujours refusé de le faire parce que ça crée une obligation. Demain, si je prends un stock exclusif, je dis au promoteur, t'inquiète, au prix que tu me dis, je vais t'en écouler 3, 4, 5 par mois des appartements. Si je suis à 1 le 20 du mois, je dois dire à mon équipe, tous les clients que vous avez en main, il va falloir leur vendre tel programme chez tel promoteur à Villiers-sur-Marne. Tu comprends bien que ça ne respecte plus du tout ma promesse. Donc moi, je refuse l'exclu pour la simple et bonne raison, c'est que ça m'oblige à pousser un programme. Et je veux que mes équipes proposent aux clients uniquement ce qui va aux clients. Donc je ne peux pas prendre d'exclusif. Oui. Alors, dans le sens de ma question, c'était exclusif ou pas. Mais c'est en fait se dire que vous avez une machine, vous avez une plateforme qui centralise finalement les possibilités d'investir sur du neuf, ARP ou pas d'ailleurs, qu'en fait on pourrait aussi avoir un gain, pourquoi pas aussi à terme pour le promoteur. Ah mais c'est déjà le cas ça, Voilà. C'est déjà le cas. Il y a déjà des forces externes exclusives et nous en non exclusif.
Ouais, ça se fait, Le marché marche déjà comme ça. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder qui serait important pour toi? Peut-être la crise de l'immobilier, si tu veux, Oui. parce que c'est quand même quelque chose dont on parle pas mal. Déjà, ça fait longtemps, là. Ça commence à faire quelques temps qu'on est en crise. Il y a énormément d'agents qui souffrent. Donc déjà, moi, je leur passe un petit peu de force. Il y a beaucoup de clients aussi qui sont en galère parce qu'ils ne peuvent pas avoir la mobilité qu'ils voudraient au niveau du parc immobilier. La vérité, c'est que on a eu une problématique gouvernementale avec des politiques qui ont choisi de faire ça. Vraiment, ils ont choisi. Ça a été annoncé dès 2017 et il y a une cohérence dans les décisions qu'ils ont prises par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'on parle d'économie, notamment au niveau de la défiscalisation immobilière, des différentes taxes qu'on a modifiées au niveau de l'immobilier, sans jamais prendre les externalités de l'immobilier. L'immobilier est un secteur très porteur au niveau économique, que ce soit sur la construction, que ce soit sur les travaux, que ce soit sur la réno. Et on prend ce qui sort, on ne prend pas ce qui rentre. Et donc, ça crée une grosse dissension dans la tête de nos amis politiques qui serait bien qu'ils règlent. La bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'ils ont pris un petit peu du sujet dans leur tête. On approche des municipales de 2026, on approche de la présidentielle de 2027 et on sent que ça parle un peu plus d'immobilier. On sent qu'on arrive sur des choses autour du statut unique du bailleur privé pour le locatif. Qu'on commence à parler, Charles de Courson là, a présenté quelque chose aussi pour appuyer l'immobilier neuf. Ça commence à parler, au-delà de la simplification, mais de l'appui à des nouveaux permis de construire. On sent qu'il y a un petit truc qui se met en route, qui dit les taux rebaissent un peu, le marché stagne. Là, sur les prix, on a peut-être même une reprise qui va arriver, parce qu'on a quand même un marché de pénurie. Les revenus ont continué à augmenter pendant 3-4 ans. Donc les prix, en réel, ils ont quand même sacrément baissé. Et donc, si on ne veut pas que les prix explosent et qu'on ait un gros déficit, il va falloir construire, il va falloir remettre du stock à dispo. Et donc, il va falloir aider. Donc, voilà, moi, j'ai une bonne confiance pour, je ne sais pas si c'est 2026, 2027 ou 2028, mais l'immobilier, c'est des cycles de toute façon. Peut-être qu'il y aura un jour un dernier cycle, celui où la démographie baissera réellement et où on aura moins de gens à loger. Et donc, il y aura peut-être trop d'appartements. Ce sera 2070, 2100 ou jamais. Mais pour l'instant, a priori, le cycle va repartir. Donc, il va falloir qu'on soit tous prêts, professionnels, clients, à comprendre qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Et on espère que les politiques vont appuyer cette reprise pour pousser un petit peu le redémarrage de la voiture, quoi. Ouais, on espère. Mais oui, j'ai envie de te lancer encore sur ce sujet. Allez. Toi, si tu étais aux manettes, tu ferais quoi pour relancer l'immobilier en France? Alors moi, je donnerais déjà l'exclusivité totale de l'immobilier neuf à Côté Neuf. Ouais, ok. De base, c'est pour ça qu'il ne faut pas me nommer ministre, parce qu'à mon avis, il va y avoir un peu de déséquilibre marché. Ouais. Non, mais la première chose, ce serait déjà en fait, j'utiliserais la TVA. Okay. Massivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la TVA dans le neuf, elle est de 20 points, ou de 5,5 pour les primo-accédants dans certaines zones de rénovation urbaine. Et de 0 dans l'ancien, de fait, parce que c'est de l'ancien, et donc il n'y a pas de TVA ni entre particuliers, ni lorsqu'il y a le passage d'un agent d'ailleurs. Donc on se pose toujours la question, tiens, prix neuf, prix ancien, déjà sachez qu'il y a 20% de cette différence de prix, c'est des taxes pures. Hein. Déjà, j'utiliserai cette TVA. Donc la TVA, tu l'enlèverais ? Je la baisse, je l'enlève, à voir en fonction des besoins. Mais en tout cas, le prix technique du neuf, si on augmente les prix des matériaux, si on augmente les prix de la main-d'œuvre, et qu'on augmente les normes, on ne peut pas leur demander de baisser les prix. C'est impossible. La seule variable d'ajustement, c'est la TVA. Et pour autant, on n'a jamais touché à cette TVA. Donc, a priori, oui, je baisserai ou j'enlèverai la TVA pendant une période donnée ou sur des secteurs donnés. Cette TVA, je l'enlèverai qu'en contrepartie d'engagement des propriétaires. Donc, soit sur de la location avec des locations longue durée pour loger les gens à des prix réduits, soit sur l'habitation en résidence principale avec des durées d'engagement, un peu comme sur le phénomène de la TVA réduite. Et je pourrais tout à fait faire la même chose sur la rénovation. Baisser encore la TVA sur les travaux dans le cadre de la réno énergétique, c'est possible. En tout cas, la TVA, pour moi, c'est un des facteurs majeurs de variabilisation en fait, de l'équilibre des prix dans l'immobilier aujourd'hui. Ça a un impact direct. Tu es à 20 points direct. Et en plus, tu vois, le Pinel, on disait, le Pinel c'est cher et tout. Le Pinel, tu prenais 20 points de TVA tout de suite
et tu reversais 21 points à l'acquéreur sur 9 ans. Donc en fait, tu prenais la TVA, puis tu la reversais sur 9 ans, tu faisais de la trésor pour l'État en fait. Et on te disait, le Pinel c'est horriblement cher. Comment ça peut être cher dans ce cadre-là? C'est impossible. C'est de la TVA que tu prenais, que tu reversais à l'acquéreur sur 9 ans. Mais tu la prenais tout de suite, toi. Donc ça peut pas être cher, tu vois, si tu réfléchis simplement. Donc j'utiliserai ce levier principal, ouais. Et puis je lancerai une grande politique de construction, notamment facilitation des permis de construire sur toutes les friches industrielles, sur tous les immeubles de bureaux qui auraient une nécessité de rénovation. Par contre, c'est des gros budgets. C'est des gros budgets d'État et aujourd'hui, c'est difficile à mettre en place. Donc il faudrait que l'État soit prêt à le faire. Il pourrait y avoir un emprunt national. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire un emprunt national pour l'immobilier, un emprunt national. On est capable de faire un emprunt national pour financer la défense. Donc je ne dis pas que c'est moins important, hein, attention. Je dis juste que c'est des questions de priorité. Mais comment ça se fait que ça ne soit pas au centre du jeu, ça? Parce que le gouvernement pense que l'immobilier n'est pas un actif. C'est-à-dire que, alors qu'en fait, c'en est un essentiel, parce qu'aujourd'hui, la dette des Français, elle est aussi soutenable parce qu'il y a une grande partie des Français qui sont propriétaires et que finalement, il y a une capacité à vendre ce parc immobilier pour les Français qui les solvabilise pas mal. Mais en fait, Macron considère qu'il faut que cet argent de l'immobilier aille dans l'économie qu'il appelle réelle. Et donc, ça a toujours été le même sujet. Ça a été de se dire, on va de l'immobile vers le mobile, de l'improductif vers le productif. Mais on est productif quand on a un toit, on est productif quand on a chaud, on n'est pas productif quand on ne peut pas se loger. On n'est pas productif dans un mobil-home, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est juste un moment, les gens, ils ont besoin de productivité et de sécurité. Et il faut qu'on soit capable d'essayer d'amener les deux. 100% d'accord, hein, mais on a l'impression que parfois ça met du temps à changer, c'est un petit peu dommage. Hein, en fait, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas dédire tout ce que tu as fait pendant 6 ans. C'est sûr. C'est impossible. Il va falloir un changement de majorité politique. Et même si c'est le même courant qui l'emporte, peut-être qu'ils seront capables de modifier ça, ne serait-ce que pour contrer les autres courants qui vont jouer sur l'immobilier. Aux Pays-Bas, l'extrême droite a gagné grâce à l'immobilier. Et donc 2027, c'est sûr et certain que l'immobilier sera un sujet central. Ma problématique, c'est que électoralement, on parle peu de l'immobilier. Électoralement, on parle du pouvoir d'achat, on parle des salaires, on parle des délocalisations, on parle de la désindustrialisation, on parle de l'immigration. On parle même, je sais pas, de l'identité, de l'armée, mais on ne parle pas d'immobilier. En fait, pour les gens, jamais ils vont se dire si mon T2 il est cher, c'est à cause de Macron, quoi. Non, par contre, si je me fais agresser dans la rue, ouais, ça peut être un peu sa faute. Mais mon T2 à 1 000 €, non, c'est pas de la faute de Macron, ça. S'il peut y faire. Il y a un côté certainement moins palpable. Ah oui. Je pense là-dessus. Mais c'est primordial. Moi, je pense que l'immobilier, c'est un secteur qui doit être vraiment soutenu. Après, on voit qu'il y a un petit peu de volonté, au moins communicationnelle. Mais les actes commencent toujours par la communication. Oui, exactement. Tu as raison. On peut mentir, mais pas trop longtemps. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir des informations sur ce que tu fais? Moi, c'est principalement LinkedIn. Après, il y a le site coteneuf.com, qui est d'ailleurs en pleine refonte et qui va, j'espère, sortir dans les jours qui viennent. Donc, on y a bien travaillé avec un simulateur sur la capacité d'emprunt immédiat dans le neuf et dans l'ancien pour comparer les budgets en incluant le prêt à taux zéro, des comparateurs de factures d'énergie, donc des trucs un peu marrants pour que les clients puissent s'amuser dessus. Ça devrait sortir. Donc, principalement le site. Et sinon, moi, c'est vraiment principalement LinkedIn. J'ai des amis que tu as reçus notamment qui sont très forts sur Insta. Mais non, moi, je suis vraiment full B2B parce que j'aime moyennement me représenter, me mettre en scène, etc. C'est vraiment uniquement professionnel. Donc, on peut faire du pro en ayant un aspect perso. Hein, ça. Sur LinkedIn, on le voit de plus en plus. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est quand même plutôt orienté B2B de base. Je suis d'accord avec toi. Non, mais vous ne verrez pas beaucoup ma tête. Pourtant, je suis très beau, mais vous ne verrez pas beaucoup ma tête sur les réseaux sociaux de façon générale. À part sur des émissions, mais sinon... Ouais, tu préfères quand même aussi te mettre un petit peu en retrait. Me mettre en photo le matin avec mon cacolac pour expliquer que j'ai bien dormi, c'est pas mon truc. Je suis assez d'accord aussi avec toi sur ce sujet. Vincent, je te remercie vraiment pour cet échange. Je te dis à bientôt avec le vestiaire de l'immobilier. On aura certainement l'occasion de se recroiser. C'est sûr. Et puis si vous avez bien sûr des questions, allez regarder ce que fait Côté Neuf. Voilà, ça bouge pas mal. N'hésitez pas, le service est gratuit, on est super chaud là pour 2025. Je pense qu'on va battre des records parce que vraiment on a beaucoup de demandes, donc faut pas hésiter.
Merci beaucoup Vincent. Merci à toi, bonne journée. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet